Ok, nous allons reprendre. Donc, je vais vous présenter maintenant les résultats d'un projet, le projet dénommé LES 2020, financé par la région Occitanie et les fonds FEDER. C'est un projet qui a démarré début 2020 et qui s'est achevé à la fin de 2022 ou demi-2023, et dont les résultats sont encore en train d'être affinés pour différentes raisons. Et je vais vous en présenter maintenant les principaux résultats que nous avons pu obtenir. Donc, tout d'abord, rapidement, les personnes impliquées dans ces projets. Donc, ce projet fait suite à une action de recherche qui a été initiée en 2015 auprès du LabEx NUMEV, comme Andrea en parlait tout à l'heure, et qui a naturellement débouché sur ce projet-là. Et c'est un projet donc, qui s'intéresse bien sûr aux karstes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il s'agit de venir explorer les réseaux karstiques, et en particulier celui des sources du Lez, sur une problématique que nous a présentée la régie des eaux de Montpellier et la métropole de Montpellier, que je vais vous décrire par la suite. Mais il s'agit d'aller cartographier les réseaux karstiques. Cartographier les réseaux karstiques, c'est se balader dans ces environnements-là. Donc ici, vous voyez les photos de Franck Vasseur dans le gouffre de Gournayras. Donc il s'agit de, bien sûr, visiter ces karstes importants, visitables, noyés, qui caractérisent les régions méditerranéennes, et en particulier celles autour de Montpellier. Cartographier, c'est d'abord se balader dans ces réseaux-là. Donc ici, vous voyez un balordi, un plongeur, et son acolyte, qui se baladent aussi dans le gouffre de Gournayras. Donc ce sont des cartes visitables, où là, on est entre 1,5 et 2 mètres de diamètre pour le développement horizontal de ce réseau. Et il faut pouvoir se balader, du moins que le robot puisse naviguer dans ce contexte-là de manière autonome ou semi-autonome, suivant la stratégie qu'on va employer, que je vais vous présenter par la suite. Donc je ne vais pas m'étendre sur l'importance des eaux souterraines, mais sur une particularité autour de Montpellier, qui sont les sources du Lez. Donc ça, c'est le réseau connu des sources du Lez, dans lequel on va voir en amont la station de pompage Avias, qui débouche dans le réseau. Et la problématique qui va nous intéresser ici, c'est de pouvoir venir visiter ce réseau-là pour pouvoir répondre à une question sur la connaissance de ce système-là, qui est, en amont de la station Avias, un grand vide karstique serait présent, qui a été découvert par les plongeurs il y a quelque temps, au moment de l'installation de la station de pompage, mais qui n'a jamais été cartographié, donc on ne connaît pas ces volumes-là. Et la régie de Montpellier et la métropole de Montpellier sont intéressés par une cartographie de ces zones-là. Il faut voir aussi que dans notre système, dans le système méditerranéen, ces réseaux sont en relation avec la mer, puisqu'il va exister des karstes profonds qui vont aller jusqu'à la mer, mais que ce n'est pas le cas des sources du Lez, puisque le BRGM a mené une étude à ce sujet-là. Donc les pompages actuels ne font pas remonter le biseau salé dans les pompages littoraux, du moins pas les sources du Lez. La stratégie que nous allons employer pour explorer ces réseaux karstiques sont basés sur ces principes-là. Donc nous voulons envoyer un robot qui puisse de manière autonome se centrer dans ce conduit, c'est ce pourquoi les conduits que nous allons visiter sont des conduits de diamètre important, et que ce robot soit relié au câble jusqu'à la surface pour que l'expert, l'hydrogéologue en l'occurrence, puisse disposer des données suffisantes pour décider de la suite de la mission, quant à savoir déjà l'intérêt que représente de continuer la mission, les zones d'intérêt qui seront rencontrées par le robot doit-il s'arrêter et venir inspecter de manière plus précise une zone que l'hydrogéologue définira. Et enfin, au bout de la mission, lorsque le robot arrive au bout de la zone d'intérêt, de sa zone d'étude ou au bout de son câble, le robot doit se séparer de son câble pour rentrer seul. En effet, on reporte dans la littérature, nombreux sont les robots qui, à cause de ce câble-là, se sont perdus dans ces environnements-là. Le câble est venu se coincer dans les reliefs de l'environnement. Et donc l'idée ici, c'est que le robot puisse naviguer et découvrir l'environnement avec un câble qu'il dépose lui-même. Le robot il n'est pas raisonnable d'imaginer que le robot tracte son câble ombilical, donc c'est le robot qui dépose son câble. Cartographie l'environnement en remontant les données à l'expert,
et une fois qu'il arrive au bout de sa mission, se libère de son câble et rentre seul en naviguant dans la carte de l'environnement qu'il aura construite et qu'il a découverte à l'aller. Et donc l'idée de ce projet est de se doter des outils automatiques et robotiques de manière à réaliser ce type de mission. Les enjeux scientifiques sont nombreux. Tout d'abord, ce contexte confiné fait qu'on doit s'intéresser au développement de capteurs spécifiques et qui soient adaptés à ce milieu confiné-là. Donc on est dans l'eau en environnement confiné. Il faut voir que la turbidité de l'eau est un phénomène qui peut être important et qui peut avoir des dynamiques qui font qu'une solution basée sur la vision, à un moment donné, pourra se retrouver complètement caduque parce que l'eau est devenue subitement trouble. Donc les solutions basées sur des caméras et l'analyse d'images ne peuvent pas être employées sur le long terme. Ce n'est pas une solution assez sûre. Donc il nous faut reposer sur des solutions acoustiques. Et dans ce milieu confiné, les solutions acoustiques sont particulièrement mauvaises. C'est ce pourquoi nous avons travaillé sur le développement de nouveaux types de capteurs. Le principe de la peau acoustique ou du bouclier acoustique qui sera présenté par la suite par mon collègue Franck Augereau. Le principe du câble ombilical sur lequel Arnaud Vénat et Nicolas a travaillé. Je vous en présenterai rapidement les principes. Mais aussi le problème de navigation, à savoir comment arriver à reconstruire la trajectoire du robot. Pour ce faire, on développe aussi de nouveaux principes de correction de trajectoire, car les robots embarqués par le capteur ne permettent pas d'avoir une reconstruction de trajectoire dont l'erreur soit bornée, c'est-à-dire que plus vous allez construire votre trajectoire sur le temps, plus l'erreur va s'accumuler. Et donc, il faut pouvoir nous recaler, et on va voir les principes qu'on utilise. Le centrage automatique, je vais accélérer, le centrage automatique du robot dans ce conduit et dans cet environnement confiné, les problématiques de commande, de robustesse aux variations de l'environnement, les problématiques d'actionnement, comment on peut garantir aussi qu'en cas de perte d'un moteur, ce qui se produit finalement assez souvent avec les moteurs low cost qu'on utilise, eh bien on peut quand même récupérer le robot, parce qu'il s'agit quand même de récupérer notre robot. Il ne faut pas oublier que les sources du LES sont des sources dans lesquelles il y a que les 4 pompes de forage qui alimentent Montpellier. Il ne s'agit pas que le robot aille se coincer dans les pompes, il faut pouvoir récupérer ce système. Et les problèmes d'architecture de contrôle, de fabrication de modèles. La particularité aussi de cette robotique en milieu confiné, c'est que les capteurs qui vont permettre de dresser la carte de l'environnement vont devoir être exploités dans la boucle de contrôle du robot. C'est-à-dire que le robot va rencontrer un environnement, va devoir créer un modèle de cet environnement pour naviguer immédiatement dedans. Et ces contraintes temporelles qui font que les données géomorphologiques du conduit qu'on est en train de modéliser, qui sont l'objectif de la mission, donc on peut récupérer ces données et les rendre à la mission pour une reconstruction ultérieure, eh bien ces données doivent aussi être utilisées en temps réel, pendant la réalisation de la mission, pour que le robot puisse éviter les obstacles et se centrer à l'intérieur du conduit. Les problématiques technologiques et les problématiques économiques que nous avons aussi abordées. J'accélère maintenant. À propos des nouveaux capteurs, j'ai passé très vite là-dessus, le bouclier acoustique et le principe de comment le système va pouvoir sentir de manière acoustique son environnement autour de lui. Un projet développé par Franck Augereau qui sera présenté par la suite. Je passe vite. Le principe du câble actif. Vous avez compris que dans la stratégie qu'on emploie, et c'est une limite de notre stratégie, nous déposons un câble à l'aller et nous rentrons en s'étant libérés du câble. Donc ça veut dire que le câble reste en place. Donc autant, quitte à ce que le câble soit en place, autant l'utiliser. Et c'est par l'utilisation de ce câble que nous voulons améliorer trois types de sous-systèmes qui vont être intéressants pour la robotique, à savoir la navigation, comment on va pouvoir utiliser ce câble comme un mètre linéaire, c'est-à-dire on va pouvoir compter de combien on a avancé dans le conduit juste en interrogeant ce câble. Comment on va pouvoir utiliser ce câble comme une ligne de vie, comme les plongeurs le font, c'est-à-dire qu'en suivant le câble, on se garantit qu'on rentre à la surface. Et enfin, peut-on communiquer via ce câble sans pour autant s'y accrocher, mais pour envoyer de l'information et profiter du fait que l'on est dans l'eau douce et que les atténuations des ondes radio sont bien moindres que dans l'eau de mer. On peut donc envisager une communication via ce câble sans pour autant être physiquement relié à ce câble. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été menés par Arnaud Vénat et Nicolas Troche, qui va faire une présentation par la suite, pas sur ce sujet-là, mais pour avoir les détails, je vous invite à vous adresser à Nicolas durant les pauses. J'avance maintenant sur les problématiques de navigation. En effet, notre système est doté des... Oui ?
Ah, le son ne marche pas. Si, le son marche à distance. Il faut peut-être qu'il augmente le volume de ses haut-parleurs. Je vous en prie. Donc oui, ces problématiques de navigation, où là on va employer des techniques de type SLAM, qui sont Simultaneous Localization and Mapping, c'est ce que veut dire l'acronyme en anglais, et qui, par le principe, vont utiliser les données d'échantillonnage de l'environnement pour dresser des cartes de l'environnement et pouvoir diminuer la dérive de la reconstruction de la trajectoire. On va dresser des cartes d'environnement, et à la prochaine étape, lorsqu'on a à nouveau dressé les cartes d'environnement, on va pouvoir recaler les zones qui se superposent pour éviter les dérives qui sont occasionnées par l'utilisation des capteurs de notre robot. On est sous terre, on est sous l'eau, on n'a pas de GPS, et on n'a pas les moyens de se localiser de manière absolue. Ce n'est pas complètement vrai, on va voir par la suite, mais ça occasionne plein de problèmes. Et donc ici, c'était comment, grâce à l'utilisation des capteurs acoustiques, des sonars, on va mesurer, on va construire localement des modèles d'environnement qui vont pouvoir être recalés avec les modèles successifs pour permettre de minimiser, de réduire la dérive dans la reconstruction de la trajectoire. Les problématiques de contrôle, donc comment le robot peut se centrer de manière autonome dans le modèle qu'il aura reconstruit. Ça, c'est une problématique extrêmement intéressante parce qu'on va devoir utiliser les modèles d'environnement dans la boucle de contrôle. C'est la particularité de ces environnements confinés où l'environnement est hyper présent et on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas considérer que cet environnement est une perturbation extérieure qu'il va falloir rejeter. Il va bien falloir composer avec et donc naviguer dans les modèles qu'on construit en ligne, en direct. Une autre problématique qui est particulièrement intéressante, c'est la problématique de la cartographie garantie. Vous voyez ici, sur ces deux graphiques, la trajectoire reconstruite par le robot dans le graphique en haut à droite. Vous voyez la ligne bleue et la ligne rouge. Imaginez que la ligne verte soit la trajectoire réelle du robot qu'on ne connaît pas. Mais on peut en reconstruire un encadrement entre la ligne bleue et la ligne rouge. Maintenant, le robot qui se balade dans ce conduit cartographie son environnement grâce à un sonar profilométrique et dresse le modèle d'environnement au fur et à mesure qu'il avance dans le conduit, d'où l'échantillonnage hélicoïdal qui est en train d'être procédé sur cette simulation-là. Et donc, si on arrive à reconstruire le modèle de cet environnement et projeter le modèle sur les deux extrémas de reconstruction de trajectoire, et qu'on a un recouvrement de ces deux modèles-là, on peut donc garantir que dans la zone de recouvrement, on est de manière garantie à l'intérieur du karst. À l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la zone de pénombre, qui est modélisée de cette manière-là. Donc on a une espèce de garantie sur la zone bleue ici d'être à l'intérieur, garantie de zone humide. On a une garantie d'être à l'intérieur du karst, et autour, c'est ce qu'on appelle la pénombre, et le blanc, c'est l'extérieur garanti, là on est garanti de ne pas être dans le karst. Exploiter cette méthode de cartographie garantie peut nous permettre de réaliser la mission suivante, où là on va pouvoir utiliser les méthodes de géolocalisation par boucle magnétique. On va utiliser, le robot va embarquer un barreau magnétique qui va pouvoir être repéré de la surface. Mais le problème, c'est que ce système-là, c'est toi qui bossais avec ISSK, donc ils ont développé un système comme ça. Le problème, c'est que les moyens à développer en surface sont lourds et on ne peut pas imaginer de manière continue pouvoir localiser le robot grâce à ce système-là. Donc imaginez qu'on ait procédé à la logique que je viens de vous présenter dans ce karst-ci et qu'on est arrivé à pouvoir extraire cette zone intérieure garantie par le recouvrement des deux modèles. Et bien sûr, lorsqu'on n'a plus ce recouvrement-là, on perd la garantie. C'est ce qui se passe à l'issue de la mission, à la pointe droite bleue. Ici, on perd les garanties. Donc c'est le moment, c'est l'endroit où on pourrait, avec le matériel nécessaire, pouvoir géolocaliser le robot de manière à réduire l'incertitude de positionnement du robot et pouvoir retrouver les garanties. Ici, en bas à gauche, vous avez les deux extrémas de position en rouge et en bleu. Et grâce à la géolocalisation, vous diminuez l'incertitude autour de la position réelle du système, de manière à retrouver un recouvrement possible entre les deux modèles qui s'attachent aux extrémas de trajectoire, et retrouver ces garanties-là, de manière à continuer la mission, et avoir ainsi une espèce de veine d'eau dont le report en surface soit garanti, dont la géolocalisation soit garantie. Et bien sûr,
L'application directe, c'est pour le forage, pour garantir qu'on puisse pénétrer les zones, les veines d'eau, et assurer que le forage soit un succès. Dans le cadre du projet, nous avons développé différents systèmes. Donc des systèmes robotiques en haut à gauche, vous voyez le robot Ulysse, et en bas le robot Cube et le robot Parapluie, qui sont des prototypes de laboratoire qui nous ont permis de tester les problématiques d'actionnement redondant. À savoir, on a plus de moteurs que nécessaire. Qu'est-ce que ça nous amène en termes de fiabilité et en termes de réactivité et en termes de précision du positionnement du robot. Le robot Parapluie, lui, a la particularité d'avoir une géométrie variable. Donc ça, c'est la thèse de M. Thau, ici présent. Donc d'avoir une géométrie variable qui lui permet d'aligner ses moteurs tous dans la même direction, de manière à pouvoir profiter du maximum de puissance lorsqu'on en a besoin. En effet, la particularité du karst, c'est lorsque on va pénétrer un conduit et qu'on va rencontrer une étroiture, tout le débit du réseau va passer par cette étroiture et on va avoir une augmentation du courant. Et là, dans cette zone-là, il faut pouvoir profiter de toute la puissance de l'actionnement. Donc on replie les moteurs, on passe l'étroiture et on redéplie le système pour pouvoir profiter de la manœuvrabilité telle que le cube, c'est-à-dire que le robot puisse se déplacer dans n'importe quelle direction. À droite, vous avez les autres systèmes que nous avons développés, qui sont des systèmes de porteurs de capteurs que l'on monte sur des scooters de plongeurs, de manière à ce que les capteurs qui seront à terme montés sur le robot puissent être utilisés avec l'intelligence du plongeur, qui sait quand même ce qu'il fait, et que ces données terrain, plus que le robot, voilà, pour l'instant, et que ces données de terrain puissent être utiles. C'était aussi une des ambitions du projet, de pouvoir produire des données qui soient intéressantes en cours de réalisation du projet. Et on va voir que ce n'est pas sans nous poser de nouvelles problématiques maintenant. Donc ce sont des systèmes de capteurs, le Navscout, le Hammerhead, où là c'est un système de vision pour la reconstruction photogrammétrique, et le Navscout 2, qui est la nouvelle version du Navscout, qui nous a permis d'acquérir les données et les résultats que je vais vous présenter maintenant. L'utilisation de ce Navscout nous a permis de dresser la cartographie de la fontaine de Nîmes. Voici ici le résultat que nous avons obtenu au cours de 2-3 plongées. Donc ici, vous avez en bas à droite la cartographie de la galerie ouest de la fontaine qui s'arrête à une zone exondée où, grosso modo, les plongeurs doivent sortir de l'eau et un plongeur spéléo qui sort de l'eau, ce n'est pas confortable du tout, c'est là que les accidents se produisent. Donc dans une première étape, on s'est arrêté à la zone exondée. Mais ici, vous avez la cartographie donc, de la galerie ouest et de la galerie nord qui va passer sous la Tourmagne avec tout le système de Navscout 2 que vous avez sur la gauche, là. Et ça a été fait effectivement dans la fontaine de Nîmes. En haut à droite, vous avez la trajectoire qu'a suivi le robot et la navigation dans le modèle 3D qu'on a reconstruit de la galerie. L'avantage de ça, c'est qu'on peut calculer les volumes de tous les endroits visités par le robot. Il nous faut encore procéder ici à une correction de trajectoire, parce qu'on sait que le Navscout est venu perturber la mesure du cap qu'on a sur le robot. Donc ces données-là ne sont pas encore garanties en termes de géomorphologie 2D, enfin de direction, de carte 2D. Par contre, je crois qu'ils ont à peu près perdu toutes les données sur la fontaine de Nîmes, sur la cartographie de la fontaine de Nîmes, qu'ils sont en train de reconstruire maintenant, puisqu'on est sur la fontaine. Nous avons procédé de même sur la fontaine de Sauve. Ici, vous avez donc la fontaine de Sauve, qui est à l'intérieur de la ville, et nous avons à nouveau baladé le robot dans cette fontaine-là pour dresser la cartographie 3D que nous avons ici. Et que, là, par contre, on va pouvoir recaler les données sur la cartographie existante et pouvoir remonter, pour avoir une idée des perturbations magnétiques occasionnées par le scooter du plongeur et pouvoir corriger nos autres cartographies. Et enfin, ce qui nous intéresse dans le projet, les sources du Lez. Voici la cartographie des sources du Lez que nous avons construite depuis la vasque d'entrée jusqu'à la chambre de pompage de la station Avias. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'il nous faut aller plus loin pour voir si ce grand vide karstique existe. Alors, je peux vous répondre maintenant, il existe. Nous avons quelques données objectives, si ce n'est les dires des plongeurs, parce que des plongeurs qui y ont pénétré, parce qu'il y a d'abord un équipement à faire avant que le plongeur pénètre ce vide karstique. Donc ce grand vide existe.
Nous avons quelques mesures objectives qui font qu'on a des dimensions qui vont au-delà de 35 mètres. Donc c'est une chambre qui va au-delà de 35 mètres. Mais le problème qu'on a maintenant, c'est qu'il nous faut encore réaliser entre 2 et 4 plongées pour pouvoir faire le modèle géomorphologique de ce grand vide karstique. Mais voici l'état des sources du Lez en mars. Donc elles sont remontées maintenant, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir éventuellement reprendre les plongées, mais on les a interrompues à cause de ce niveau-là, qui fait que le site n'est plus plongeable du fait de l'absence de déversement naturel et du pompage qui fait que toute la turbidité qui est due au plongeur qui se met à l'eau dans la vasque pénètre dans le conduit parce qu'il y a le pompage qui est en route. Et donc le conduit, la visibilité est absolument nulle dans le conduit. C'est une situation un peu trop dangereuse pour les plongeurs, c'est ce pourquoi nous n'avons pas procédé aux plongées requises. Et on attend que l'eau revienne, que le déversement naturel soit à nouveau présent pour pouvoir finaliser la cartographie de ces sources du Lez. Et là, on en arrive à une problématique qui nous occupe, c'est que le système qui a permis de dresser ces cartographies-là était censé être un système d'étapes pour venir tester les capteurs du robot et donc devait être démonté, il doit l'être maintenant, pour pouvoir continuer le programme et monter le robot et assembler le robot grâce à ces capteurs-là. Sauf que ce système est pour l'instant le seul système capable de faire ce type de cartographie et il serait pour l'instant sur le papier dans un programme expérimental qui le mènerait à cartographier ces sites-là qu'on a identifiés comme étant des sites importants dans lesquels avoir une cartographie des volumes, une géomorphologie des volumes serait important. J'invite les collègues du BRGM à ce qu'on s'assoie, lorsqu'on aura du temps, autour d'une table pour décider des priorités à réaliser dans ces cartographies-là. Mais ces sites-là sont extrêmement importants. Par exemple, je vous en cite un au hasard, Barcelone, la Falconera, qui est une gigantesque source karstique et qui est complètement polluée actuellement, comme Nîmes l'a été à cause de la décharge des Lausières. On a fait ça partout. On a monté des décharges juste à la périphérie des villes, dans les bassins versants, des sources karstiques qui alimentaient les villes. Maintenant, on le paye parce qu'on ne peut pas dépolluer. Il y a des strates et des strates d'ordures qui percolent dans les sources et qui font que ces sources sont complètement polluées. La Falconera est une source extrêmement importante pour Barcelone qui déverse en mer. Et l'idée de pouvoir envoyer un robot dans cette source-là pour remonter en amont de la source de pollution, pour pouvoir dire là, à partir de là, on a une eau saine qui peut être exploitée, et en plus je vous donne la géomorphologie garantie pour pouvoir effectuer un pompage là-dedans, et d'une importance cruciale pour la ville de Barcelone. Donc on en a d'autres, on a Angoulême avec la Touvre, c'est ça, et puis d'autres sites en Croatie aussi avec la source en Black qui alimente Dubrovnik, une situation un peu similaire à celle du Lez. Et maintenant, le futur qu'on envisage au projet. Eh bien, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple à cause, justement, du service que rend ce système NavScout qui doit être amélioré. Il nous faut développer une version 3. Pour l'instant, c'est qu'un prototype de laboratoire qui fonctionne plutôt bien, certes, mais qui a la fiabilité d'un prototype de laboratoire. Donc, il faut développer une troisième version. Mais déjà, dans la version actuelle, nous avons pu produire ces cartographies des ressources en eau souterraine, bien sûr, dans les karstes visitables, certes, mais l'enjeu est tellement important que désassembler ce système-là serait une aberration. Or, je sais, moi, déposer des projets pour continuer à faire de la robotique. Il n'y a pas de souci, ça, je m'en occupe, c'est dans la frise du bas. Vous voyez le prochain projet, qui est le projet Electrokarst, qui permettra de développer un système robotique polyarticulé de manière à ce qu'il soit très fin, très allongé, de manière à pénétrer dans des karstes étroits et avoir la réactivité nécessaire à la pénétration de ces karstes de volume plus faible. Et puis les projets européens qui s'en suivront. Mais ce qui est au-dessus de la frise, c'est l'exploitation et la valorisation de ces travaux-là. Et de manière à garantir que ce système-là puisse continuer à produire de la donnée qui soit exploitable et intéressante par la communauté,
Eh bien, il nous faut penser peut-être différemment, compte tenu de la nature de cette donnée, monter une start-up qui puisse prendre ces résultats-là et vendre de la donnée, ce serait privatiser cette donnée-là. Or, c'est de la donnée publique. La géomorphologie des sols, c'est de la donnée publique. Donc l'idée, c'est de monter une fondation autour de ces travaux-là, qui vont rassembler les acteurs qui sont les industriels actuels, les exploitants, les experts, les bassins versants, etc., des zones qui sont visées par ces travaux-là, et de faire tourner cette fondation-là de manière à ce qu'elle puisse financer non seulement l'exploitation de ce système-là et produire la donnée nécessaire, mais aussi financer la recherche pour aller plus loin et espérer avoir un système complètement autonome qui puisse cartographier ces réseaux karstiques. Je vous remercie.